Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC, Maria Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va parler d'économie sociale. C'est quoi l'économie sociale? Comment ça fonctionne? On va explorer ça. Et pour explorer ça avec moi, on a un spécialiste, Monsieur Pascal Fortier, directeur général d'Essor 02. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Essor 02. Bon, ceux qui connaissent pas ça ont peut-être entendu Essor 02, ouais, c'est un organisme de la région, on comprend 02, bon, c'est la région, mais c'est quoi Essor 02? À quoi ça nous sert? D'abord, c'est un pôle régional d'économie sociale. OK. C'est le nom complet. Il y en a dans 20... il y en a 18 qui sont régionaux, territoriaux. Il y en a 4 qui sont plus culturels, les pôles autochtones. OK. Qui sont plus reliés à certains critères qui sont plus culturels. On est 22 au Québec. C'est financé en grande partie par le ministère de l'Innovation, de l'Économie et de l'Énergie. Donc, en tout cas, l'USARL. Ouais. MEIE. Dans le fond, puis le but, c'est vraiment de déployer, de faire connaître et de soutenir l'économie sociale en région. OK. C'est ce qui est notre mission. On va agir beaucoup en concertation avec différentes tables, différents acteurs, différents milieux pour essayer de faire rayonner l'économie sociale puis de faire valoir que c'est un modèle économique qui est valable puis même très utile pour vous êtes comme un peu le lobby de l'économie sociale. Un peu, oui. Ouais. On est un peu le chantier de l'économie sociale qui est au Québec, puis on a un peu le pendant à ce niveau-là du chantier, qu'on essaie, nous, de concerter au niveau plus régional, parce que le chantier est au niveau plus provincial. OK. Ça, c'est déployé partout à travers la province. Oui. Donc, toi, tu t'occupes de ce qui se passe chez nous. Yes. Maintenant, l'économie sociale, c'est quoi? On dirait qu'on le sait pas. On dirait qu'on comprend, mais qu'on comprend pas quand on dit économie sociale. Il y a une définition légale là, qui est régie par 6 critères. Par contre, les critères sont plus ou moins sévères selon l'interlocuteur de l'économie sociale. Okay. Les bailleurs de fonds sont plus stricts. Ouais. Un peu. En gros, dans le fond, c'est un organisme qui va avoir une gouvernance libre, c'est-à-dire que soit un CA, soit, c'est toujours un CA, un conseil d'administration, mais qui est libre. Fait qu'il n'y a pas de municipalités qui ont de veto, puis que les membres sont libres d'attache. OK. Il faut vraiment que la gouvernance soit libre. Aussi, dans le fond, c'est sous forme d'OSBL ou de coopérative. Ça veut dire que les profits sont soit, dans le cas d'un OSBL, remis en circulation pour le développement de l'organisme, ou dans le cas d'une coopérative, ça va aux membres. OK. Ou sont remis encore pour le développement de l'entreprise. Donc, l'idée n'est pas de faire de l'argent, mais de réinvestir, en fait, les surplus dans l'économie sociale. Oui. Okay. Puis, le premier critère d'une entreprise d'économie sociale aussi, c'est la communauté et non la rentabilité. OK. Donc, de donner un service ou à un la besoin communauté, à la communauté, un besoin qui répond à besoins sociaux. Des besoins sociaux qui vont répondre à des besoins communautaires, dans le fond. Pas communautaires, parce que j'aime pas, c'est pas le terme communautaire, là, mais qui vont répondre aux besoins de la société. De la société. As-tu un exemple, là, genre de projet ou d'entreprise d'économie sociale là, qu'on pourrait connaître dans la région? Qui sont assez grosses. Il y a Coder qui est un bon exemple. Oui, ben oui. C'est un OBNL qui répond à leur première vision, c'est de répondre à des enjeux écologiques ou de replacement d'emploi. Fait que dans le fond, toutes les décisions sont prises par rapport à ça. Ça n'empêche pas que c'est une entreprise prospère, qui génère beaucoup de revenus, mais toutes leurs décisions sont liées à leur vision. Nutrinor en est un autre. La Caisse populaire des jardins, qui est provinciale, en est une aussi. Fait que c'est toutes des entreprises qui travaillent pour leurs membres. En premier lieu. Ouais. Et puis, quand on parle... pourquoi investir dans l'économie sociale? Qu'est-ce que ça nous rapporte collectivement? Parce que des fois, on va souvent entendre ça, là, on devrait gérer ça comme une entreprise, ça irait mieux, tu sais, mais la réalité, c'est que c'est un autre mode de gestion puis que ça a des bienfaits pour la communauté. L'avantage que je vois personnellement, c'est que les capitaux restent dans le milieu, dans la proximité. Ils vont pas à l'étranger. Ils sortent pas de la région souvent. Okay. Quand c'est une entreprise régionale, pas la Caisse, parce que la Caisse est provinciale. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme travailler par les membres pour les membres, fait que par le milieu pour le milieu. Okay. Ça répond à un besoin précis, puis tous les bénéfices vont être investis pour le milieu. Mettons, je vais prendre d'autres exemples aussi.
Il y a un exemple d'un petit dépanneur à Ferland-Boileau qui a été créé comme ça. OK. C'était pas quelque chose qui était rentable nécessairement pour une entreprise privée, c'était difficile de dégager des profits, mais c'était un service de proximité qui était important. Pour la communauté. Ouais. Fait que ça arrive souvent dans les petites communautés. Donc, de le faire sous forme d'OBNL ou de coopérative, ça fait en sorte que c'est les gens du milieu qui s'impliquent. Les gens du milieu s'impliquant, ils le font pour les bonnes raisons, donc ça fait qu'ils sont engagés, sont portés à s'impliquer, puis à aller acheter là-bas après. Ben oui. Et en plus, dans le fond, ça a tendance à revitaliser les milieux un petit peu. Parce que les gens, quand ils sont impliqués dans leur milieu, ont tendance à rester dans leur milieu. Donc, ça freine un peu la dévitalisation des petits milieux. Fait que tout ça fait en sorte qu'on prend une entreprise qui n'a peut-être pas été intéressante pour un privé, mais qui devient pour un collectif. Parce que l'important, c'est pas nécessairement de faire des profits. Fait que même si l'entreprise est juste limite, elle fait pas de profit, c'est correct pareil. Le service est là pour la communauté. Ouais. Puis ça a tendance à freiner la dévitalisation. Fait que donc, c'est comme important, je pense, pour beaucoup de nos petits milieux en région, d'essayer de faire en sorte que les gens restent dans leur milieu. Ouais. Puis ça amène aussi toute l'idée, du coup, que je pourrais croiser ça un peu avec l'idée d'achat local, là, dans l'idée que quand tu investis chez vous, puis que l'argent reste chez vous, c'est toute la communauté qui gagne bien davantage que si tu investis dans une multinationale qui fait sortir les capitaux de la province. Comme Amazon, maintenant. Ouais. Pour des actionnaires qui n'ont plus rien à foutre là, du territoire ou des communautés. Là. En plein ça. Puis souvent, on a l'impression que l'économie sociale, c'est comme du communautaire ou une économie pauvre, mais pas nécessairement. Il y a des entreprises qui sont à la caisse, c'est un bon exemple. Là, je pense pas qu'ils pensent à pas faire d'argent. Non, c'est ça. Par contre, ils réinvestissent beaucoup dans leur milieu. Fait que ça apporte, ils vont financer le sport, ils vont financer plein de choses chez les jeunes, chez les plus âgés, plein de projets qui seraient pas nécessairement financés par une entreprise, on va dire, privée régulière. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'avantages là, pour vrai. Puis ben oui, parce qu'on le voit, là, mettons quand on parle d'une caisse, bon, c'est une institution financière, mais quand on voit les banques, entre autres, on va les voir commanditer, mais souvent des gros festivals ou des événements majeurs, mais pas nécessairement dans les petites communautés. Tandis que la caisse, on la voit beaucoup investir dans les communautés. Ils sont pratiquement partout. Là, dans un de mes anciens travails, on était commandité par la caisse. Puis quand tu vas dans les rassemblements qui mettent en valeur leur commandite, c'est complètement fou. À quel point ils sont partout et qu'ils donnent de l'argent partout. Tu sais, des fois, on va chialer. Ouais, mais la caisse, elle ferme des succursales. La Banque nationale n'a pas plus. Non. C'est juste que trouver une succursale, peu importe. Il était tellement gros partout avant que là, on a l'impression qu'on en perd, mais ça reste qu'ils sont vraiment plus ancrés dans le milieu que n'importe quelle autre banque. Sans faire de peu pour la caisse. Mais c'est l'avantage un peu de l'économie sociale, je crois, là, c'est que ça reflète bien ça, c'est qu'ils vont essayer d'être ancrés le plus possible dans leur milieu puis d'offrir un service à leur milieu aussi. Ça peut représenter combien d'emplois ou combien d'argent juste dans la région, l'économie sociale? 670 entreprises et 1,3 milliard de chiffre d'affaires. 3,3 milliards, quand même, juste dans la région. Oui, c'est 440 quelques emplois, plus que ça, excuse-moi. 9300 emplois. Quand même. Donc, c'est important. Puis des fois, on réalise pas, là, on va parler souvent, on va tout donner à des entreprises parce qu'on dit ils font travailler beaucoup de monde. On va penser à mettons, à Rio Tinto, mais il reste que c'est 3-4 000 employés, là. C'est pas 9 000, là. Mais c'est sûr que c'est pas le même salaire. On s'entend, là, que c'est pas des comparaisons qui sont exactes, là. Mais ça peut nous faire voir comment c'est important aussi dans la région, là. Puis, si on prend l'exemple, mettons, de Nutrinor, relève Nutrinor, du Lac-Saint-Jean puis du Saguenay, ça fait mal. Absolument. Puis c'est une coopérative qui est importante. T'as plein de services. Et puis, oui, des fois, on peut penser que c'est pas des bons salaires. Ça dépend vraiment du niveau de l'organisme. C'est la même chose avec une PME. Un petit OSBL n'offrira pas des gros salaires. Mais un gros OSBL ou une grosse coop offre des salaires très compétitifs. Puis ça m'a fait qu'une entreprise privée, une petite PME n'est pas tellement compétitive sur les salaires. Tandis que Rio Tinto va être très compétitif sur les salaires vu que ils génèrent beaucoup de revenus. Ben oui, c'est ça. Puis vous, votre rôle, c'est un peu de démarcher, de démontrer l'importance aussi de l'économie sociale. Comment vous déployez vos actions? À qui vous parlez? Comment ça fonctionne, mettons, une journée de travail là, à SR02? C'est assez vaste. On a plusieurs mandats. Okay. On a le mandat principal du MEIA qui fait en sorte que là, on va déployer, soutenir, qu'on va faire rayonner l'économie sociale, qu'on va beaucoup réseauter avec les acteurs de développement économique, avec les MRC, avec Métro Promotion Saguenay, puis les organismes de développement économique réguliers, là, les SADC.
Puis on va être sur plusieurs tables, comme PME Durable 02, on va être sur des tables locales, régionales, même provinciales à certains moments. Je siège moi-même sur le chantier d'économie sociale. OK. Fait qu'on va essayer d'interagir à différentes échelles pour faire valoir notre point, puis faire déployer l'image de l'économie sociale, si je peux dire. On va essayer aussi d'accompagner certaines entreprises, qu'on a un autre mandat qui est financé par la Fondation Lucien André Chagnon, où là, on va essayer de développer les milieux. Fait qu'on va essayer beaucoup plus d'aider les entreprises qui déterminent les besoins. Quand tu parles d'entreprise, tu parles d'entreprise d'économie sociale? Oui, d'organismes. On va dire organismes ou coopératives. Dans le fond, souvent, on a des citoyens qui vont arriver avec des projets pour un besoin qu'ils ont recensé dans le milieu. Fait que là, c'est comment qu'on les aide à essayer de créer l'organisme pour répondre à ce besoin-là, tout en les aidant à à comprendre la pérennité, fait que le niveau économique. Ça veut dire que souvent, les gens, il y a comme une dissonance un petit peu, là, les gens qui ont les valeurs sociales fortes ont tendance à vouloir les réponses qui est parfait, mais ils n'ont pas toujours les compétences, on va dire, économiques pour comprendre comment rentabiliser leur projet. Fait que nous, on va essayer de les aider à faire en sorte que leur projet soit viable, puis qu'ils comprennent que c'est de la... Que même si tu es dans le social, il faut aussi que tu sois capable de budgéter pour arriver, puis réussir d'arriver au moins kiff-kiff ou de faire un peu de revenus. Tu es un volet marchand. Ouais. Que tu génères des revenus pour répondre pour être capable de répondre aux besoins que tu as déterminés. Puis oui, générer des revenus, c'est important. Si tu veux bien payer tes employés pour qu'ils restent, puis que tu es capable d'avoir une entreprise prospère, il faut que tu raisonnes en capitaliste, même si c'est du social. Okay. Puis, est-ce que l'économie sociale s'est développée parce que le privé, si tu veux, c'est des secteurs qui ne l'intéressent pas? Ou comment ça... Tu sais, parce que ça prend une place. Donc, si ça prend une place, c'est qu'il y a de l'espace. Pourquoi il y a cet espace-là pour l'économie sociale? Je dirais que ça doit être différent pour plusieurs intervenants. Il y en a que ça doit être parce que justement le privé prenait pas de place. C'était pas une place qu'il voulait prendre, fait que le social a pris, l'économie sociale a pris la place. Il y en a, c'est purement philosophique. Okay. Il y a des gens ils veulent juste travailler pour la société, ce qui est bien, travailler pour les uns pour les autres, qui sont vraiment pas un peu anticapitalistes. Pour eux, ils vont aller vers plus cette façon de voir-là. Puis ils vont créer des entreprises qui sont juste pour ça. Des fois, c'est lié à des besoins personnels qui n'ont pas été répondus. Fait qu'ils ont dit, moi, je vais en créer un, comme, mettons, les logements pour étudiants. Dans la région, il y en a moins, là, mais ailleurs au Québec, il y a plein d'organismes qui se créent pour créer des logements étudiants abordables ou des logements abordables pour la population en général. Des fois, c'est des organismes communautaires qui se transforment en organismes d'économie sociale parce qu'ils veulent moins dépendre des subventions, puis les subventions sont de plus en plus rares. Oui, c'est ça. Ouais, fait qu'ils vont devenir un organisme d'économie sociale par le fait parce que ça respecte plus leur mission que de devenir une entreprise qui veut penser juste à des profits. Ouais. Fait que ça dépend vraiment des motivations intrinsèques de chaque organisme ou de chaque personne. Oui, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Puis, quand toi, mettons, tu les rencontres, ces gens-là, là, comment ça fonctionne? Toi, tu essaies d'établir, de faire un portrait un peu de ce qu'ils sont en ce moment, puis de voir où sont les lacunes? Ou comment tu procèdes? C'est pas vraiment moi, j'ai les chargés de projet qui s'occupent de ça. Mais, je parle de toi, mais je parle de ton organisme. Là, dans le fond, ce qu'ils font, ils vont faire souvent une première analyse, ils vont regarder c'est quoi les problématiques qu'ils vont rencontrer la personne ou les personnes. Après, ils vont faire un BMC, c'est Business Model Canva, comme un canevas de c'est quoi leur plan, pour faire un genre de plan d'affaires, pour voir si tout est correct, tout est aligné. Puis après, ils vont définir avec eux c'est quoi l'orientation. Mais des fois, on a aussi des organismes qui sont déjà en fonctionnement, qui viennent nous voir pour de l'appui sur certaines problématiques, sur la gouvernance ou d'autres choses. Fait que là, on va essayer de les aider au mieux qu'on peut. On a aussi des partenaires comme la CDRQ, la Coopérative de développement régional du Québec, qu'eux, ils ont des spécialistes plus poussés un peu. Nous, on est comme un peu généralistes. Oui, OK. Fait que quand on a des problématiques ou avec les MRC, on va les orienter vers des agents de développement qui sont vraiment spécialisés ou des ressources qui sont vraiment spécialisées pour faire certaines choses. Il y a des secteurs ou des choses qu'on peut pas trop œuvrer parce que c'est des actes réservés, mettons, pour des notaires ou des fiscalistes. Fait qu'on va les orienter après vers les bonnes personnes. Avec les ressources financières qui viennent avec, là, dans le fond. Fait qu'on a souvent des tarifs préférentiels pour l'économie sociale. Fait qu'on va les orienter vers ces personnes-là pour qui sauvent des sous et qui ne payent pas trop cher non plus parce qu'ils sont souvent pas très riches quand ils viennent nous voir.
Ouais, non, c'est ça. Ils ont des besoins, là. Sans vouloir rentabiliser, ils veulent pas perdre leur entreprise, donc ils veulent que ça continue, puis persévérer. Puis une entreprise qui demande de l'aide, c'est rarement une entreprise qui est en bonne santé financière, là. Fait que souvent, on va essayer de les aider au mieux possible, avec le moins de frais possible. Puis même une entreprise qui est en bonne santé financière, est-ce que ça se pourrait que vous puissiez l'aider à être encore en meilleure santé financière? Oui. Parce qu'il y a tout le temps, des fois, des angles morts. Même si ça va bien, des fois, il y a peut-être des choses qu'on peut quand même améliorer. Oui, c'est ce qu'on essaie, mais c'est difficile. Des fois, ils n'ont pas toujours le réflexe, quand ça va bien, de venir nous voir, mais des fois, juste de vous penser à changer l'échelle. Nous, ce qu'on essaie d'aider, surtout les moyennes petites, c'est d'essayer de penser à changer d'échelle, de grandir, mais comment on va réussir à grandir pour pérenniser la mission dans le temps, puis avoir moins d'insécurité. Mais ça reste un risque, un changement d'échelle. Ça veut dire que si, mettons, je veux changer l'échelle puis grossir, il faut que je prenne des risques. C'est comme dans tout. Puis ça va peut-être passer par le prêt. Puis ça, c'est difficile des fois pour les gens de comprendre que le prêt, c'est pas vraiment juste une façon de générer des capitaux, pas juste une façon le prêt bien utilisé du moins. Ouais. Fait que là, vous les épaulez, vous les aiguillez, vous les supportez, en fait, là-dedans avec votre expertise. Ouais. Y a-tu des moments où des fois, il y a des cas d'espèce où vous faites, j'ai jamais vu ça, je sais pas trop quoi faire. Même vous êtes obligé d'aller voir un peu, comme tu disais, des spécialistes, là, pour... Oui, ça arrive quand même régulièrement, vu que c'est souvent des secteurs d'activité qui sont non conventionnels un petit peu, que c'est pas toujours des gestionnaires aguerris. Ouais. Soit c'est des passionnés plus que des gens qui ont un bac en admin, mettons. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des problématiques qui sont peu conventionnelles. Fait que là, on va consulter, mais on a beaucoup de gens dans l'écosystème là, pour nous aider puis qui ont fini par voir quelque chose. On a des plateaux, des logiciels d'échange entre toutes les pôles. Le chantier d'économie sociale, fait que quand on pose des questions, il y a souvent quelqu'un qui a déjà vécu quelque part au Québec, la même situation, puis on est capable de s'appuyer là-dessus. Ouais, c'est ça. Vous avez comme un grand réseau avec toutes les autres. Vous êtes capable de trouver souvent la solution assez rapidement. Ouais. Vous devez aussi faire des liens avec le politique. Là. Tantôt, tu parlais des MRC, des villes, Promotion Saguenay, c'est des organismes qui sont politiques. C'est quoi votre approche avec eux? Parce que eux, ils viennent aussi en support souvent au service d'économie, à l'économie en général. Là. C'est beaucoup des sensibiliser, je pense, à l'apport que l'économie sociale peut avoir dans les régions. Je pense que ils commencent bien à comprendre là, que les petites problématiques de petits milieux, l'économie sociale est vraiment un bon moyen de les résoudre. OK, ouais. Puis je pense qu'il faut beaucoup les approcher, les sensibiliser, faire des représentations. Ça se fait à tous les niveaux, autant régional, provincial que fédéral, par différents acteurs, pour qu'ils comprennent bien que c'est une belle solution. Puis que c'est pas juste, c'est un peu de démystifier, un peu comme je disais tantôt, c'est que souvent on a tendance à associer l'économie sociale et communautaire, mais non, c'est juste un modèle d'affaires différent, l'économie sociale. C'est comme, c'est une coopérative, une société par action, c'est pas tellement différent. C'est juste qu'il y en a une que la société par action va aller aux investisseurs directement, puis n'importe qui peut investir, tandis qu'une coopérative, les profits peuvent aller aux membres. Fait que les membres font partie de la coopérative, c'est des membres travailleurs ou des membres, il y a plusieurs types de coopératives, là, mais ça peut être des membres travailleurs, des membres acheteurs. Fait que ça reste plus dans la communauté. Fait que c'est pratiquement le même modèle. C'est juste que c'est où est-ce que l'argent va au bout du compte? Parce que les actionnaires, eux, en plus, ils vont mettre de la pression pour faire plus d'argent. Fait que des fois, c'est pas toujours à l'avantage des communautés. Tandis que dans l'économie sociale, ce que je comprends, c'est qu'on met toujours la communauté, la société ou l'entreprise à l'avant, ce qui fait que le développement ou les profits s'en vont davantage à la mission qu'à grossir le portefeuille de des gens qui ont souvent déjà plus d'argent que les autres, là, on se mentira pas. Puis une coopérative de travailleurs, mettons, il n'ira pas dire coupe des travailleurs, on fait passer de profit. Ben non, c'est ça. Ils vont essayer de trouver comment on peut réorganiser le travail, peut-être entre les travailleurs, pour être capable que tout le monde trouve son compte. Que tout le monde trouve son compte. Ouais. Partir une entreprise, pourquoi partir une entreprise? Moi, je suis entrepreneur, mettons. Là, je me dis, là, moi, j'ai une idée d'entreprise. Pourquoi faire de l'économie sociale plutôt que de l'économie traditionnelle? Ça serait quoi les avantages que je pourrais avoir? Tu as beaucoup les leviers financiers qui sont avantageux. Les taux d'intérêt sont plus bas sur les prêts. Au niveau financier, c'est vraiment avantageux. L'écosystème de soutien est aussi ultra vaste. OK. Ça veut dire que si tu as besoin d'aide, tu n'en manqueras pas.
Ben là, il y a les SR, comme tu disais, les villes, les MRC. Les SADC, mais tu as aussi, provincialement, tu as juste, en soutien financier, tu vas avoir la fiducie du chantier d'économie sociale, tu as le risque qui fait du capital patient, tu as la Caisse des Jardins qui a un programme aussi pour l'économie sociale. Fait que tu as vraiment beaucoup d'acteurs. Souvent, le problème, c'est vraiment pas sur l'accompagnement, parce qu'il y en a quasiment trop. Souvent, c'est de savoir qui prendre. Tu as la coopérative du développement, la CDRQ, comme je disais tantôt, tu as le CQCM, tu en as vraiment comment je pourrais dire, une face. Une pléiade. Ouais, une pléiade. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Aussi, je pense que c'est 74% là, des entreprises d'économie sociale qui survivent sur 5 ans. Tandis que c'est peut-être 40% pour les entreprises régulières. Ah. Parce que t'es pas tout seul. Ouais. Fait que si toi, mettons, tu t'arrives quelque chose, tu as moins de temps, ben il y a d'autres gens pour t'aider à réaliser la mission que tu as mis en place. Fait que tu as plus de chances de succès. Puis, comme je disais, si, en plus, ton but, généralement, c'est pas vraiment de générer des surplus à n'en plus finir. Donc, ton entreprise n'est pas obligée de faire 300 000 par année pour dire ça vaut la peine de mettre autant d'efforts. Ça peut être juste payer les salaires, puis arriver, puis ça va être correct. Ouais, de se faire un salaire, de bien vivre. Puis j'imagine donc qu'un des enjeux premiers de l'entreprise d'économie sociale, c'est aussi le message. Comment faire passer la mission dans la communauté? Parce que quand la communauté n'est pas débile non plus, là. Quand elle sent que c'est un service qui l'aide à des coûts, puis que l'argent est réinvesti, je pense qu'on voit ça de manière positive en général. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique en quoi c'est négatif d'ailleurs. Mais donc, l'idée ou l'importance de bien s'intégrer dans le milieu où tu vas être doit être quand même primordiale. Ouais, il faut que ce soit... faut que ce soit un besoin qui est partagé par un milieu. Tu peux pas juste avoir un besoin que tu as déterminé, tu penses que c'est un besoin, mais ça n'en est pas. Il faut que le besoin, c'est vraiment le besoin de la communauté. Puis que tu t'entendes, tes relations avec ta communauté sont quand même importantes. Fait qu'il faut que ça soit... On va se le dire. Hein? Faut que ça soit bien, souvent, il faut que ça soit transparent. Fait que, ouais, faut vraiment que tu sois comme en synergie avec ta communauté, mais en général, ça se passe quand même assez bien, là. C'est rare que quelqu'un va déterminer un besoin social qui est pas relié à la communauté. Ouais, c'est ça. Mais c'est que c'est déjà arrivé, là. Tu vois une entreprise qui réalise que finalement le marché n'est pas là, ou qui sont juste pas que leur entreprise n'est pas bonne, pas que le service n'est pas intéressant, mais qui sont peut-être pas dans la bonne communauté ou au bon endroit pour que le service fonctionne. Aussi, puis des fois, c'est juste pas la bonne personne non plus pour être capable de gérer le service dans la bonne communauté. Tu sais, il y a beaucoup de... C'est comme une entreprise régulière, tu peux avoir une super bonne idée, mais l'entrepreneur a quand même une grosse partie de la responsabilité du succès de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Puis là, on est moins en silo, là. T'es moins dans l'idée d'un patron, t'es plus dans l'idée d'un groupe qui va réfléchir ensemble. Fait que c'est là peut-être où on a plus d'aspects positifs à travailler ensemble puis à voir des solutions, plus que quand une personne est comme tributaire de trouver les bonnes solutions, là. Ben, tu sais, faut que tu sois au courant au départ, par exemple. Parce que si t'arrives, tu penses que tu vas gérer ça comme une entreprise régulière, tu vas prendre toutes les décisions, tu ne vas pas te déléguer le pouvoir, tu vas avoir une surprise. Ouais. C'est en conseil d'administration, je peux avoir une idée, mais il faut qu'elle soit acceptée par le groupe puis qu'elle soit votée. Fait que si jamais, moi, je veux faire quelque chose puis que le CA ne veut pas, il y a pas de suite à mon idée. Fait qu'il faut que je sois capable de comprendre que c'est une décision de groupe, de communauté, puis ou de membres, puis de vivre avec. D'où l'importance d'être soudé, d'avoir une attitude, on va dire, sociale développée quand même. Ouais. Quand ces entreprises-là se créent, il faut qu'ils créent un CA. Comment ça fonctionne? C'est un appel à tous? Premièrement, il y a comme un CA. On crée l'entreprise. On a notre idée, on la crée, on trouve du monde. Il faut un CA de constitution au départ. Ah, ça prend le CA avant de créer l'entreprise. Okay. Pour créer, c'est 3 membres minimum. Après, tu l'envoies au registre des entreprises du Québec. Une fois que c'est fait, tu vas faire ton assemblée constitutionnelle. Puis là, tu vas créer ton vrai CA. Ton CA, il peut être créé sur plusieurs modèles. Si c'est une coop, ça va être sur les modèles de la coop. Une coop de travailleurs, ça va être des travailleurs. Une coop de consommateurs, ça va être les consommateurs. Après, donc, c'est les gens qui se lèvent la main et qui disent « Moi, je suis travailleur ici, j'aimerais ça être sur le CA. » Ouais, ben c'est même pas qu'ils se lèvent la main. C'est oui.
qui vont se lever la main, qui veulent être sur le CA, mais Ouais. je parle de tous les membres. Ont le droit de l'être. Puis comme dans un OBNL, c'est tous tes membres qui sont définis par, pas tes lettres patentes, là, mais tes règlements généraux. Ouais, OK. Dans le fond, eux vont pouvoir se présenter à l'Assemblée pour devenir un membre du CA. OK. Puis il y a des organismes aussi qui définissent des membres du CA par secteur. Mettons qu'il y a plein de membres, ben, tu peux avoir un membre qui va être la communauté économique, un membre qui va être dans tes consommateurs, un membre qui La va être... société civile. Ouais. Fait que tu définis des postes OK. selon les secteurs de tes membres. OK. Ça, c'est intéressant. Puis ça, c'est bon, là, on a parlé, coopérative de travailleurs. Fait qu'en général, puis là, c'est un appel... Tu sais, mettons j'en crée une, là, mais je suis pas nécessairement une coopérative. Je suis une entreprise, j'ai le goût de créer de l'économie sociale avec... je sais pas trop. Puis là, faut que tu attires quand même des gens là, pour qu'ils aient le goût d'embarquer dans ce genre de projet-là. Là. Comment ça se passe? Un appel à tous ou tu fais de la sollicitation ou tous les modèles sont bons? Ça dépend vraiment. Là. Il y a des fois, c'est des groupes qui veulent créer quelque chose qui sont déjà un peu organisés, qui sont plusieurs à tenir. Fait que là, ils vont venir, ils sont déjà assemblés un petit peu. OK. Des fois, c'est des travailleurs qui veulent reprendre une entreprise. Fait que les travailleurs vont s'unir, vont arriver, on dit nous, on veut le reprendre. Fait que là, on va organiser en conséquence. Des fois, c'est mettons, moi, j'ai une idée, puis je veux le devenir. Fait que là, je rencontre des agents comme SR02 chez SR02. Okay. Puis là, on va regarder comment mobiliser une communauté avec moi. Dans le cas de nos BNL surtout. Ça dépend vraiment du porteur puis de la façon que l'idée s'est créée. OK. Ouais, ben c'est... Puis vous les accompagnez, en fait, vous êtes capable d'accompagner. Là, vous travaillez pas juste avec des entreprises qui sont déjà créées. Donc, pour partir une entreprise d'économie sociale, vous êtes la première porte à laquelle je devrais aller cogner. L'émergence, on est... Tu as la pré-émergence, là, ou une idée, puis nous, on essaie d'amener ça vers l'émergence. Ben c'est là, c'est pas mal un secteur d'activité qu'on est pratiquement seul. Oui, vous êtes les seuls à pouvoir aider. En économie sociale, du moins. Oui, c'est ça. Puis vous avez les ramifications, vous comprenez comment ça se passe. Mais tu sais, je me mets dans la tête de quelqu'un qui dit « Ah, ben peut-être que moi, j'embarquerais là-dedans, mais je trouve que c'est gros de partir ça tout seul. » Fait que là, vous êtes vraiment bien équipés pour nous amener du point A. Est-ce que ça, mettons, faire affaire avec vous, est-ce que ça nous coûte des frais, mettons que... Non. Non? En plus? On est 100% gratuit. Mon Dieu. Pourquoi s'en passer? Ouais. Hey, Pascal, je vous rappelle qu'on est avec Pascal Fortier, directeur général de SR02. On parle d'économie sociale. Nous, on prend une petite pause. On revient dans 2 minutes. Restez là, c'est vraiment intéressant. À tout de suite. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Donc, bonjour, c'est Louise Simard, propriétaire de Camerise Milou, avec mon chum Michel Lavoie. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle Milou, Michel et Louise. On est propriétaire de ce verger-là depuis 2016 qu'on a commencé à implanter nos camerisiers. Puis, on a décidé de faire ce fruit-là parce que c'est un fruit nordique qui est super délicieux, puis qui est bon pour la santé. Puis, on les met dans les épiciers. Chez les épiciers, tous les épiciers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, présentement, là, on offre là, notre sac, notre emballage, là, Camerise congelée, Camerise Milou. Dans nous autres, l'achat local, là, on trouve que c'est comme, tu sais, quand on va souper ensemble, en famille, là, on sait qui est à côté de nous, on connaît chacune des personnes. Ben, moi, je trouve que quand, dans mon repas, j'ai un dessert avec des camerises de Milou, que j'ai du lait du fermier ou de l'agriculteur qui est proche de chez nous, que j'ai de la farine qui est proche de chez nous, je trouve que c'est comme un gros souper familial. C'est ça, moi, l'achat local. Je trouve que c'est plaisant, on connaît le monde qui ont produit ce qu'on mange, puis je trouve que c'est comme un gros souper de famille. Ça nous fait découvrir aussi notre milieu, parce que le Lac-Saint-Jean, là, des fois, on pense qu'on connaît tout notre Lac-Saint-Jean, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'on connaît pas tout. Donc, ce qu'on fait, nous, pour favoriser l'achat local, puis pour renchérir tout ça, on s'organise pour publiciser nos produits en valorisant
la distance ou en favorisant ce qu'on peut offrir pour informer les gens parce que souvent on ne sait pas qu'est-ce qui peut s'offrir dans notre région. On s'investit aussi au niveau de la communauté pour des fois quand il y a des activités au village ou des choses comme ça ou dans les écoles, là, on offre nos produits pour les faire découvrir aussi parce que souvent ça passe par la méconnaissance. Souvent on ne connaît pas le produit, donc en faisant découvrir des choses en commanditant, bien, c'est plaisant de participer de cette façon-là. De plus en plus, on parle des produits locaux. Hein? Fait que moi, là, maintenant, là, je cherche les logos. Donc, je sais que c'est un logo. Bon, OK, je cherche ce logo-là parce que je sais que c'est local. C'est plus au Lac-Saint-Jean, plus au Québec, tu sais. Je m'en vais en grandissant, dans le fond, là. Fait que j'essaie toujours le plus possible, même si je paye un petit peu plus cher. Puis des fois, ils ont fait des recherches puis on dit que c'était pas vraiment plus dispendieux parce que c'était local. Donc, moi, ce que je tiens à vous dire par rapport à l'achat local, c'est chercher les logos, chercher qu'est-ce qu'il y a autour de vous, découvrez des nouveaux produits, découvrez des nouveaux producteurs, découvrez des nouveaux environnements, puis vous allez être surpris de voir tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, l'achat local, c'est vraiment un gros plus pour nous. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Bonjour, mon nom est Laurent Détraz. Je suis propriétaire du restaurant Le Coq Rôti depuis le mois de juin 1997. Donc, c'est notre 26e année d'existence. Et je suis également copropriétaire du Cinéma Chaplin à Dolbeau-Mistassini, cinéma que j'ai créé en 2000. Voilà, donc 23 ans également pour le cinéma. Le Coq Rôti est un restaurant et une rôtisserie située dans les promenades du boulevard. Nous sommes une rôtisserie, restaurant familial également pour les gens d'affaires, les regroupements familiaux, que ce soit les communions, les baptêmes, les après-funérailles. Et donc, tout le cycle de vie, on a autant des jeunes que des moins jeunes. Alors pour moi, l'achat local, c'est avant tout un retour à l'économie. C'est consommer de façon responsable, tout en permettant à son milieu de se développer et de prospérer. Et ça, je pense que ce sont des valeurs importantes à véhiculer. C'est une roue et ce n'est pas seulement une ou deux actions dans l'année, mais c'est véritablement un cycle. C'est maintenir une économie forte. Lorsque les entreprises, les commerces ont une activité importante, ça rejaillit sur toute l'économie dans son ensemble. Donc, quand je parle d'un cycle global économique, ben c'est ce cycle-là qui est important. C'est que chaque dollar qui est dépensé dans notre milieu se multiplie puis permet une croissance importante. Le Coq Rôti, c'est une chaîne de restauration régionale. Donc, ça, c'est important de le savoir. Le siège social est à Saguenay. Donc, l'argent reste dans la région. Tous les employés du restaurant vivent à Dolbeau-Mistassini, sont natifs pour la plupart d'ici. C'est important de leur faire prendre conscience que lorsque les gens viennent consommer chez nous, ben cet argent-là, c'est important de la redépenser ici parce qu'à un moment ou à un autre, elle reviendra chez nous également. Donc, c'est conscientiser nos employés à dépenser le plus possible dans la MRC. L'implication, elle est souvent indirecte. Comme vous le savez, le temps nous manque. On est très pris par l'activité de nos commerces. Par contre, ça n'empêche pas que on peut donner d'une façon ou d'une autre et redonner à la communauté. Je pense à la soupe populaire, avec qui on est partenaire depuis les tout débuts, la Maison Colombe-Veilleux, le hockey mineur, le soccer, la Fondation de l'hôpital également. Donc, il y a énormément de causes à laquelle nous croyons et c'est une façon de redonner dans son milieu. Puis quand on parle souvent d'achat local, on oublie cet aspect d'entraide locale et
et puis de redonner à la communauté. Et je pense que ça, c'est une façon de le faire et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur beaucoup de mes employés. Le Coq Rôti, c'est 26 ans d'existence. Donc, c'est que depuis 26 ans, la population de Dolbeau-Mistassini et des environs nous encourage, vient consommer nos produits, vient participer à la vie du restaurant. Et ça, c'est pour nous une des plus belles récompenses, de voir l'attachement qu'ont les gens à notre restaurant, de voir que ça se transmet également de génération en génération. C'est un des plus beaux succès et également le message, ce serait de dire aux gens, si vous voulez que la plupart des entreprises et des commerces de Dolbeau-Mistassini continuent d'exister, il est évident qu'on a besoin de votre présence et de votre encouragement. Alors écoutez, en terminant, l'achat local, c'est un gros plus pour nous. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. On est de retour à Échangeurs Turcotte. Je vous rappelle qu'on parle d'économie sociale avec Pascal Fortier, directeur général d'Essor 02. Pascal, on parle, tu sais, on a parlé de tout le bienfait, ce que ça amène de positif l'économie sociale. Mais il doit quand même y avoir des difficultés à se lancer dans ce genre de modèle d'affaires-là. À quoi font face les gens qui veulent se lancer dans l'économie sociale, à lesquels ils voient peut-être pas, là, tu sais, qu'ils sont dans l'angle mort, puis qu'à un moment donné, ça va leur sauter dans la face, puis ils devraient peut-être y réfléchir avant? Que ce soit en reprise ou en démarrage régulier, il y a le délai qui est un peu plus long. Le démarrage est un peu plus long que dans une entreprise régulière pour une raison simple, c'est qu'on est plusieurs. OK. Fait que toute la constitution prend plus de temps. Fait qu'il faut être... Quand tu dis qu'on est plusieurs, c'est que si, mettons, je suis seul à partir de mon entreprise, ben finalement, je me chicane seul avec moi-même, je remplis mes documents, tandis que si on est 12, ben il y a plus de discussions, plus de dialogue, donc c'est plus démocratique, mais ça prend plus de temps. Fait que tout le monde soit d'accord. Tu peux pas prendre une décision sur une scène non plus. Fait que il faut que tu consultes les autres avant de signer et prendre des décisions. Fait que c'est toujours un peu plus long puis un peu plus complexe. Fait que ça a comme l'avantage et ses désavantages. À terme, t'es pas tout seul pour porter ta mission, fait que t'as plus de chances de réussir. Mais au démarrage, c'est plus complexe parce qu'il faut que tu t'entendes avec les autres. Ouais, c'est ça, clairement. Il y a aussi le financement, il est vraiment présent, mais c'est plus compliqué parce que souvent, tu vas avoir injecté beaucoup moins d'argent au départ d'une création d'entreprise. Dans une entreprise régulière, il faut que tu mettes beaucoup de sous pour le démarrage. Là, tu vas en mettre beaucoup moins, sauf que tu mets des sous qui iront pas dans ton entreprise personnelle. Ouais. Fait que c'est... Dans le cas de nos BNL, c'est pratiquement un don. Dans le cas d'une coopérative, il y a des moyens de recevoir par après. Dans la part sociale. Puis il y a des déductions fiscales aussi là, qui sont avantageuses, mais c'est comme... C'est pas la même dynamique. Il faut vraiment que tu sois conscient que c'est une entreprise d'économie sociale, c'est pas une entreprise, une PME, mettons. Oui, c'est ça. OK. Ben oui, non, je pense que c'est bon de le dire. Vous, dans votre mandat qui vous est donné par le gouvernement, il y a 4 axes. Oui. Bon, premier axe, valoriser. Bon, là-dedans, qu'est-ce que vous faites? C'est de valoriser l'économie sociale auprès des acteurs. Ouais, effectivement, après ça. Oui, c'est ça. Donc, d'en parler, de démontrer là, son importance dans la région, dans l'économie, et puis d'inciter les gens à peut-être embarquer là-dedans. Ouais, de rencontrer tous les acteurs de différents milieux, dans tous les MRC, les SADC, tous les acteurs de développement socio-économique, d'aller voir même des fois, comme on va travailler avec les CIUS, on va travailler avec les corporations de développement communautaire. On va vraiment essayer d'aller large pour faire croître l'économie sociale. Quand tu arrives, là, justement, pour faire de la valorisation, y en a-tu des fois qui font, ouais, c'est quoi ça? Ouais. L'économie pauvre, ou bien, tu sais, qu'ils ont des préjugés, là. Toi, ton rôle, c'est aussi de défaire ces préjugés-là. Est-ce qu'il y en a autant qu'avant, ou c'est en train de passer, ou il y en a encore pas mal? Je dirais que c'est voué à s'améliorer. Je pense que les jeunes sont plus au fait de ces choses-là un petit peu. C'est sûr que ça reste... Même moi, personnellement, comme je dis, ça fait 7 mois là, que je suis au pôle. J'ai fait de l'économie sociale probablement dans les 15 dernières années. Et je ne savais même pas. OK. Fait que souvent, on a tendance à associer l'économie sociale communautaire, mais c'est
pas vraiment ça. C'est plus les OBNL et les coopératives. Fait que, tu sais, je travaillais dans un OBNL sportif. On avait des revenus autonomes pour la plupart, pour 90% de nos revenus. On était vraiment un modèle d'entreprise d'économie sociale, puis on savait pas. Fait que tu m'aurais dit économie sociale, je dis, oh, j'en faisais. Ouais, c'est ça, c'est un peu démystifier aussi tout ça. Ensuite, renforcer, deuxième axe, renforcer. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ça va être d'aider les entreprises à s'améliorer en économie sociale en offrant différents services ou d'accompagnement ou de formation pour qu'eux s'améliorent en tant qu'entreprise d'économie sociale. OK. Pour leur donner les meilleurs outils, comme on expliquait un peu plus tôt. Là. Ou renforcer aussi même les agents de développement locaux dans chaque MRC ou dans chaque institution. On va essayer de les aider à s'améliorer. Mieux comprendre. Donc, vous pouvez même travailler avec les justement MRC, SADC, etc. Oui, c'est un de nos mandats principal, d'essayer de renforcer les compétences des agents des MRC. Puis vous faites ça comment? Vous donnez des formations? Des rencontres, ça peut être des formations. J'ai donné une introduction, on va dire, là, dernièrement aux membres de Service Québec, au Centre de Service Québec. On va aussi des fois faire suivre de l'information de différents canaux qui vont aller vers eux. On est comme une courroie de transmission aussi. OK. Bon, super. Soutien, ça c'est le troisième axe. Oui, ça c'est vraiment plus de soutenir les entreprises ou les acteurs. Oui, donc de tous les services qu'on expliquait un peu plus tôt. Puis déployer, ça c'est pour starter notre entreprise. Ouais. C'est ça, je comprends? Oui. OK. Pour être capable donc qu'elle puisse se lancer puis vivre de par elle-même. Oui, en plus. OK. D'autres projets sur lesquels vous êtes? Bon, on t'a parlé plutôt du FLAC. Commençons par ça. FLAC, c'est... La Fondation Lucie-André Chagnon, là, c'est comme une grosse fondation qui finance plein de choses au Québec à vocation souvent sociale. OK. Ça peut être socio-écologique aussi. Là. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment partout. C'est une fondation privée. OK. C'est comme des fonds, je ne suis pas mêlé, là, mais un héritage qui a été placé. Puis avec les revenus, ils réinvestissent dans la société. OK. Puis le mandat qu'on a avec eux, là, c'est de vraiment travailler à vitaliser les communautés en faisant de l'accompagnement pour créer des entreprises d'économie sociale ou aider à créer des entreprises d'économie sociale qui vont être capables de résoudre des problèmes de communauté. OK. Bon, super. Un autre projet que vous avez, c'est le Sismic. Oui, ça, c'est l'émergence d'entreprises d'économie sociale, mais chez les jeunes de 18-35 ans. Oh, il peut y avoir des bourses aux jeunes qui vont démarrer des entreprises d'économie sociale pour les aider à faire le processus puis à se former. Mais c'est vraiment chez les jeunes spécifiquement. C'est un peu ce qu'on fait régulièrement, mais avec les jeunes, particulièrement 18-35 ans, on va aller aussi parler dans certains organismes, dans les écoles, pour essayer de les recruter ou de les sensibiliser là, à l'économie sociale. OK. Pour que plus tard, ils pensent à l'économie sociale. Oui, c'est ça, qu'il y ait aussi cet outil-là, là, parce qu'on parle beaucoup d'être entrepreneur, avoir une entreprise, mais il y a peut-être d'autres types d'entreprises qui peuvent être intéressants, donc garder ça un peu dans leur esprit. Puis personnellement, je trouve que quand j'étais plus jeune, de ma génération, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont faites par des gens un peu de mon âge là, qui étaient plus, on va dire, impliqués dans les causes sociales. Là. OK. Genre les punks. Ouais. Du temps, ils sont vraiment beaucoup impliqués. Ils ont parti beaucoup de coopératives, beaucoup d'organismes comme ça. Ils sont beaucoup impliqués dans les milieux sociaux. Mais les jeunes actuels, c'était un peu, ça s'est perdu avec le temps. C'est plus l'entreprise privée qui est mise en valeur. Fait que là, ça, c'est un peu le but d'essayer de ramener les jeunes vers des causes plus sociales. OK. Des enjeux sociaux. Parfait, c'est intéressant, vraiment, parce qu'il faut penser aux jeunes. On voit qu'il y a de la relève aussi. Oui, dans tous les niveaux. Hein. Oui, absolument. Puis tu me parlais aussi de mesure 2. Qu'est-ce que c'est ça, mesure 2? Dans le fond, il y a des PSES, là, c'est des programmes de soutien à l'économie sociale qu'on appelle, qui sont faits par le gouvernement. Puis c'est comme des projets pilotes. La mesure 2, nous, qu'on travaille, c'est avec le CDRQ. Okay. C'est dans le fond, le CDRQ à base accompagnait seulement avec des tarifs préférentiels les coopératives. Parce que c'est les coopératives de développement régional du Québec. Okay. Fait qu'il aidait le soutien aux coopératives. Par contre, comme je l'ai expliqué tantôt, nous, on est plus des généralistes. Puis eux, on est vraiment des spécialistes sur certains sujets. Fait que la mesure 2, c'est comment que nous, avec le CDRQ, on peut travailler pour que les OBNL bénéficient des mêmes services au même tarif que les coops. Okay. Parce qu'admettons, leur service régulier est à 125 $ de l'heure, ben ça peut être, quand ils sont membres, ça peut devenir un service, mettons, à forfait ou à peut-être 40 $ de l'heure, mettons, qui est vraiment plus avantageux. OK. Fait que c'est comme un projet pilote qu'on travaillait ici avec la CDRQ, avec notre directeur régional ici, là, qui est Dominique.
Donc, on travaillait, puis quand on prenait des entreprises, on communique avec les deux organismes ensemble pour voir comment on peut l'aider au mieux possible. OK. Ça va bien. Je pense qu'on est pas mal dans les modèles provinciaux là, sur l'entente entre les deux organismes. Puis envoyez-vous beaucoup plus de jeunes embarqués dans l'économie sociale ou c'est encore... Quand même, il y en a vraiment beaucoup qui s'intéressent. Souvent, c'est la complexité là, d'interagir à plusieurs, mais c'est quand même surprenant à quel point il y en a. C'est plus dans les milieux sociaux et artistiques. Oui, c'est ça. Où que, la cohésion sociale est plus importante, mais ça reste qu'il y en a quand même un bon nombre. Puis on voit aussi beaucoup, on en parle beaucoup là, de la relève, des gens qui vont reprendre les entreprises quand les gens vont pouvoir prendre leur retraite, tout ça. Avez-vous la même problématique en économie sociale? C'est partout pareil. C'est partout pareil? Puis souvent, c'est un problème démographique là, à la base. Ouais. Hein. Il y a plus de personnes en fin de vie active qu'en début de vie active. Fait qu'il il y a un manque à gagner quelque part. Puis dans le fond, ce qui est l'avantage des économies sociales, par contre, c'est que quand c'est un OBNL ou une coopérative, on n'a pas besoin d'avoir une personne qui reprend l'organisme au complet ou l'entreprise au complet. Ouais. Fait que c'est plus un problème de relève sur les conseils d'administration, mais un conseil d'administration, de bord que le quorum, le nombre minimal, il peut fonctionner. Okay. Fait que même s'il manque une ou deux personnes, ça reste viable. Fait que c'est quand même bien, mais c'est sûr qu'on n'a pas... Les jeunes, je pense que le rythme de vie aussi, les jeunes, j'aime pas ça dire jeunes, parce que ça peut être 18 ans comme 50 ans, mais... Moi, j'ai 50, puis je me trouve encore jeune. j'ai la même réflexion aussi, mais ils s'investissent moins de par leur vie active. Avec les enfants, le sport, on dirait que les gens ont plus de misère à faire du bénévolat maintenant. Ouais. Fait que c'est comment qu'on peut les amener à s'impliquer, mais je pense que le fait que les entreprises d'économie sociale sont déjà bien ancrées dans leur milieu, puis que les gens voient une pertinence à s'impliquer pour eux, puis un avantage, mais ça va s'équilibrer tranquillement pas vite. Il y en a un, mais il est moins... puis je crois qu'il est moins flagrant que dans l'entreprise régulière, même qu'on essaie, nous, de placer l'économie sociale comme un moyen de relais à des entreprises traditionnelles. OK. Pour qu'ils changent un peu le modèle d'affaires. Oui, puis non. C'est, mettons, tu as une entreprise, tu veux la vendre, ouais. Mais il n'y a pas d'acheteur parce qu'il y a 3000 entreprises à vendre pour 1000 repreneurs. OK. Ben, est-ce que les employés peuvent reprendre l'entreprise? Transformer ça en coopérative. Ouais. Fait que là, c'est quand même complexe, mais ça fait en sorte qu'au moins l'entreprise reste. Si le propriétaire est ouvert à ce que la reprise soit plus longue un petit peu. Parce que c'est plus long. Ah ben, c'est comme un processus. Ouais. C'est la même chose que dans le tour. C'est ça. Puis qu'il y a à cœur que l'entreprise reste ancrée dans son milieu, puis reste à ses employés qu'il y a depuis longtemps. Ben, souvent, c'est un match parfait. Là. Ouais, pour que ça puisse marcher. Parce que sinon, ça doit être aussi... dans une entreprise régulière, quand il y a un changement de direction, tout un petit stress. Fait que là, quand il y a un changement, au moins tu as fait partie du processus, fait que t'es plus à l'aise avec ce que l'entreprise va devenir. Effectivement. Ouais, good. Moi, j'ai la fibre entrepreneur. Là. Je nous écoute un matin. Là. Ça serait quoi tes meilleurs arguments pour convaincre quelqu'un de dire va donc explorer l'économie sociale avant de te lancer dans une entreprise traditionnelle? Juste pour voir, ça serait quoi les bénéfices, là, tu sais, pas juste pour la collectivité, parce que ça, on le comprend assez bien, mais pour aussi l'entrepreneur. Ça dépend. Il y a des gens, je pense qu'il n'y a pas rien pour les convaincre. Là. Si ton premier critère, c'est l'argent, c'est correct. Non, vont pas en entreprise privée, c'est bien correct. Il en faut. Mais si ce que tu aimes, c'est de travailler en coopération avec les autres, l'esprit d'équipe, puis que ce qui est important par-dessus tout, c'est ta mission et non le profit personnel. Ouais. Ben là, je pense que c'est cool que tu regardes parce que si tu veux vraiment que ta mission perdure, ben en étant plusieurs, même si un jour tu lâches, ben ton œuvre va être continuée. Fait que si l'œuvre est plus importante que ta réussite personnelle, je pense que c'est le meilleur vecteur pour être capable de réaliser ce que tu veux. Fait que là, on est vraiment dans un facteur humain quelque part. Ouais. Puis tu vas laisser une plus grosse trace, je crois.
En tout cas, une trace différente, Ouais. peut-être plus importante. C'est peut-être parce que je suis teinté par ma vision de l'économie sociale que je dis plus grosse trace, là. Parce que après en disant ça, je me suis dit, je suis pas mal sûr qu'Elon Musk laisse une bonne trace dans l'histoire de la planète. Là. C'est clair, mais lui, il pense pas bien bon aux autres. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, parlons d'autre chose. Ouais, je vais pas me prononcer. J'aime pas trop parler de politique. Moi, je suis prof de politique. Donc. OK. Fait que moi, j'aime ça, mais là, je comprends que c'est pas... À vrai dire, à micro fermé, j'en parlerai, mais pas là. C'est bon. Là, il resterait après l'émission. On va continuer la discussion. C'est pas vrai. Et là, donc, dans la région, comment ça va l'économie sociale dans la région? Est-ce que tu considères que ça va bien? Il y a toujours place à amélioration, mais tu sais, ton constat que quand tu es rentré il y a 7 mois, là, tu regardais le tableau général de tout ça. C'était quoi ton appréciation? Tu disais-tu, oh mon Dieu Seigneur, il y a de l'ouvrage, ou non, ça va, on est sur notre aire d'aller? Pour vrai, ça va quand même bien, parce qu'on est vraiment bien arrimé avec nos partenaires. Ouais. L'équipe avant là, a fait vraiment un bon travail sur comment on communique avec les partenaires. OK. On est une des régions qui a le plus d'entreprises d'économie sociale. OK. Nos entreprises rayonnent à l'extérieur. Surtout, je parlais de Coder, mais Coder est quand même un bon modèle qui est souvent mis de l'avant au niveau provincial. Ouais. Fait on peut toujours être mieux, mais on est quand même une région là, que l'économie sociale est importante puis qui est valorisée. Mais historiquement, il y a aussi beaucoup de choses qui ont mené à ça, comme les coopératives d'agriculteurs comme Nutrinor qui ont démarré. On a une région qui a eu besoin de l'économie sociale pour se structurer au départ. Fait que c'est normal qu'on soit un peu là. Fait que on a des défis différents qui sont le maintien de nos entreprises, qui sont de continuer à la faire rayonner. Puis je pense que tout ce qui est de petits milieux, l'économie sociale va toujours rester important. Fait que toutes les régions un peu plus éloignées vont avoir besoin de l'économie sociale. Fait qu'il faut continuer à la valoriser. Puis en même temps, on en parlait avec des collègues de d'autres régions. C'est bizarre parce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est tellement enclavé. On a le parc, mais on est comme loin, on est dans une forêt. On est proche, mais loin de tout. Fait que notre esprit de communauté est comme vraiment développé. Fait que je pense que c'est un terreau fertile pour l'économie sociale, vu qu'on est déjà il y a des guerres lac Saguenay, puis lac Saint-Jean, ou du lac Saint-Jean, tout. Mais ça reste qu'ensemble, on est quand même unis vis-à-vis Montréal. Fait que ça crée qu'on a plus de facilité avec l'économie sociale. Fait qu'on on est bien placé, mais il faut jamais s'asseoir sur nos lauriers, mettons. Ouais, je regardais, je sais plus si c'est les dernières ou l'année d'avant, les statistiques sur les villages, communautés dévitalisées. On avait quand même quelques-unes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que l'économie sociale ne serait pas la meilleure porte d'entrée pour la survie des services à l'intérieur de ces petites municipalités-là? Tu parlais tantôt du dépanneur à Fernand-Boileau. Y a-tu d'autres? Est-ce que ça pourrait vraiment être une voie de sortie positive pour des petites municipalités qui, à un moment donné, font là, ce service-là, on n'est plus capable de l'avoir, mais ça pourrait être la fin de notre communauté, en fait. J'en suis intimement convaincu. Oui. Puis là, on essaie de voir si on peut sortir des stats avec d'autres entreprises. On a fait une formation sur la reprise collective avec le CETEC puis la CDRQ. OK. Le CETEC, c'est quoi? C'est le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Oui, OK. Excuse-moi. C'est pas grave, c'est vrai. Puis dans le fond, c'est un des enjeux qu'on voulait mettre de l'avant, mais on a de la misère à le calibrer parce que c'est souvent intangible. Ouais. Mais oui, parce que comme j'expliquais tantôt, d'avoir un projet collectif dans un petit milieu, ça fait que les gens s'identifient au milieu. Fait qu'ils vont vouloir rester dans le milieu, fait que ça aide à vitaliser. Puis on regardait, avant j'étais dans le sport et le loisir, puis quand on arrivait, on formait, il y avait un OBNL qui faisait des projets, puis que la population participe au projet, ben ça fait en sorte que les gens sont motivés de rester dans le milieu, ils vont créer d'autres choses. Fait que là, ça crée comme une vibe positive dans le milieu. Fait que ça freine la vitalisation, mais ça freine aussi il y a moins de maisons qui se vendent. Fait que les valeurs de maisons chutent pas. Fait que ça tourne la roue du bon bord. Au lieu de perdre des services, perdre des maisons, perdre des résidents, là, tout spin vers le bas. Là, ça repart la roue du bon bord, puis ça fait en sorte que ça vitalise les milieux à terme, ou du moins freine la dévitalisation. Ben, on l'a vu, en tout cas, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est ici Saint-Stanislas avec leur église. Parce que, écoute, je voulais pas dire que Saint-Stanislas était mort, mais il se passait pas grand-chose à Saint-Stanislas à part le Festival du Faisan. Puis on dirait qu'à partir du moment où ce projet-là a vu le jour,
Ben là, on a créé un esprit de communauté, puis on dirait que la municipalité va mieux qu'elle allait. En tout cas, c'est une perception, j'ai pas de chiffres à l'appui, là, mais... Mais je pense que ça, faut être capable un jour de voir ces chiffres-là, mais la perception, je pense qu'elle n'est pas erronée, parce que, tu sais, moi, j'ai 3 enfants. Si j'habite dans un petit milieu, puis qu'il faut que j'y aille toujours à Dolbeau pour faire mes activités, à un moment donné, je vais dire, ben, je vais déménager à Dolbeau. Ben, absolument. Parce que je travaille déjà à Dolbeau. Oui, c'est ça. Mais si j'ai des activités, des choses pour faire des loisirs, ou ben, peu importe, là, dans mon milieu, ben là, j'aurais pas l'envie de déménager vers le plus grand centre. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis c'est souvent des besoins qui seront pas vraiment rentables, mais qui sont importants. Oui, puis il faut que ce soit la ça. communauté qui se mobilise. Puis souvent, il y a des bénévoles qui vont être importants dans le truc pour que ça fonctionne. Un club sportif, c'est exactement ça. Ouais. Il y a plein de bénévoles qui sont impliqués, puis c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que si tu payes tout le monde 50$ dans un club sportif, il n'y a pas grand monde qui va avoir le moyen de faire du sport. Oui, c'est ça. Fait que dans les petits milieux, les entreprises d'économie sociale, c'est un petit peu ça qu'il faut aussi. Il faut que des gens du conseil d'administration ou des membres s'impliquent pour le faire vivre. Fait que c'est un peu l'avantage, je crois, puis l'importance que l'économie sociale peut avoir dans les petits milieux. Oui, j'aime ce que j'entends. Puis c'est aussi de faire réaliser à la communauté que plus ils vont utiliser les services d'économie sociale dans leur communauté, puis ça va rester. Parce que là, si on continue... moi, je sais, j'habite à Saint-Gédéon, on vient de perdre notre épicerie. Peut-être que le monde y allait pas. Là, c'est un autre enjeu, mais il fallait aussi y aller à l'épicerie pour qu'elle puisse faire un peu d'argent pour qu'elle reste dans la communauté. Mais c'est si l'épicerie est aux entreprises d'économie sociale puis que vous êtes tous membres, ben là, tu vas avoir l'intérêt d'y aller. Ben, c'est ça. C'est pas juste, pourquoi j'irais faire du profit à lui plus que Métro, puis moi, je paye plus cher. Ouais, c'est ça. Le lien est plus dur à faire, même si, à mon sens, c'est pas de l'économie sociale, une petite entreprise comme Saint-Gédéon, mais c'est quand même une entreprise, on va dire, à vocation plus sociale, parce que il se met pas riche avec ça, on s'entend, puis là, il devait travailler un méchant coup. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Fait que, il y avait quand même une vocation sociale dans l'histoire, mais oui, je pense que ces exemples-là en sont des bons. Puis en même temps, la population qui est mobilisée, ça fait comme, tu sais, souvent dans les petites municipalités, c'est souvent les 5, 6, 7, 8 mêmes personnes qui sont ultra mobilisées, là, qui sont au conseil de ville, puis qui font tout, puis ils sont pas jeunes souvent. Ouais, c'est ça. Fait que ça a une manière d'amener de la relève aussi dans la communauté. Puis de pas tout mettre sur les épaules des mêmes personnes, puis que ça ne tienne pas à 5 personnes, puis les jours où ces 5 personnes sont plus là, ben pouf, le village est mort. Ouais. Très intéressant, Pascal Fortier, directeur général d'Essor 02. Si on veut vous contacter, là, si mettons on a des questions, tout ça, c'est quoi la meilleure solution? Allez voir sur essor02.com. Okay. Vous allez voir les infos de tous les employés, soit par courriel, soit par téléphone. Les cellulaires des employés, mais idéalement par courriel serait mieux. Oui, pour qu'on puisse prendre rendez-vous et regarder. Puis on imagine que sur votre site, il y a plein déjà d'informations. Oui, c'est un site assez bien garni. Puis on a une coordonnatrice à la communication qui se fait un point d'honneur à le garder vivant et actuel. C'est génial. Donc, merci beaucoup, Pascal Fortier, directeur général d'Essor 02. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Table. Bonne semaine.